On est parti pour cet épisode 9 d'Endorphine, le podcast où je vous accompagne dans vos sorties de course. Et j'ai plein de choses à vous dire cette semaine. Ça a été une semaine de zinzin pour moi. J'ai couru dans tous les sens, clairement. J'ai enchaîné les tournages, les rendez-vous, les sujets de boulot. J'ai fait avancer les projets en parallèle. Et pourtant, j'ai réussi à faire mes 95 km de course dans la semaine, malgré ce programme hyper chargé. Il y a des fois, on ne sait pas comment ça passe, mais ça passe. Et j'ai envie de dire que peut-être que c'est dû à de l'organisation, évidemment, mais à l'état d'esprit positif, les projets réalisés qui sont très cool, inspirants. J'ai rencontré des belles personnes. Bref. Quand ça se passe bien comme ça, quand tout est positif dans l'état d'esprit, eh bien souvent ça nous permet de faire beaucoup plus de choses au global. Et voilà, le positif amène le positif comme on dit. Donc même s'il faut quand même faire attention, je le sais, on peut vite avoir une belle semaine, une très grosse semaine et se retrouver cramé pas longtemps après. C'est comme pour l'entraînement, c'est pas forcément au moment où on fait les choses, au moment où on fait la connerie, qu'on la paye par une blessure ou une grosse fatigue. Ça peut être quelques semaines après, donc je le sais, je fais attention, je ne m'enflamme pas, mais là on est lundi matin et je suis hyper motivé pour cette semaine, donc ça fait plaisir d'être dans cet état-là, dans tous les cas. Bref, plein de super contenu qui va arriver, on va en reparler. Et on est en train de faire les entretiens pour agrandir l'équipe et pouvoir en faire plus, ou en tout cas avec la qualité qu'on veut à chaque fois. Donc de ce côté-là aussi, ça avance. Et quand je dis on, eh bien je parle entre autres d'Eléa, avec qui je bosse sur tout ça et qui permet que tous les contenus qui sont sortis les derniers mois soient là, parce que moi j'ai de moins en moins de temps à y consacrer. Et en particulier ce podcast, il n'existerait pas si elle n'était pas là. Donc ça m'a fait plaisir ce week-end parce que c'est une bonne transition sur le sommaire, car j'ai accompagné Eléa sur son semi de Paris et vous allez voir que cette expérience de pacer a été très cool. Je vais vous donner des petits conseils au passage. Je vous dis pas le résultat, si vous l'avez sur les réseaux sociaux, on va dire que ça s'est plutôt bien passé ce semi. Et on va aussi passer à travers des réflexions d'entraînement, comme d'habitude. Notamment sur les différents types de fatigue, pour revenir sur le fait que je devrais être fatigué, voire cramé aujourd'hui, vu que j'ai travaillé les 7 derniers jours grosso modo sur différentes choses, et pourtant ça n'est pas le cas. Donc on va en parler un petit peu, et on va aussi parler du fait que je suis passé de 8 à 6 sorties par semaine en ce moment, donc j'ai réduit mon nombre de sorties, et pourtant j'ai fait plus de kilomètres au global avec des semaines autour de 95 km. Bref, je vous explique tout ça. Et quelques petites exclus sur le contenu de Running Addict. J'ai décidé que dans ce podcast, j'allais vous donner deux, trois petits bonbons de choses que je ne dirai pas ailleurs et que vous pourrez avoir avant tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout. Le sommaire est assez court car y a déjà pas mal de choses dans ces 3 parties. Je vais m'en tenir à ça. Le but, c'est que ce podcast, il vous accompagne le temps d'un footing. C'est pas qu'il dure 3 heures. Donc, je préfère vous en laisser peu, essayer d'être efficace et revenir chaque semaine. En attendant, petite intro sur le sponsor de ce podcast que j'ai customisé avec ce semi de Paris parce que il y avait des belles choses. Je ne vous en dis pas plus, je vous la lis, elle est sous les yeux. Ce podcast est toujours auto-sponsorisé par Campus Coach, ma petite plateforme qui vous fait vivre une expérience personnalisée, qui fait vivre une expérience personnalisée à chaque coureur. Parce que Campus, c'est pas juste des plans d'entraînement, c'est ton coach, celui qui t'explique, qui te conseille, qui te rassure avant les courses ou avant les entraînements fractionnés et surtout qui s'adapte à ton profil car on est tous différents. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé et ce week-end, on a été un bon exemple. On a eu le plaisir d'aider certains à être finishers de leur premier semi en 2h30, 2h20 et ça nous fait extrêmement plaisir quand on a cette joie de réussir un premier semi et on en a d'autres qui ont affolé le chrono avec du sub 1h15 notamment, c'est très très vite et on est content de voir que Campus peut amener jusque là. Petit coup d'eau spécial à un de nos pacers, Nico 3 Run qui a fait 1h21 hier et qui est arrivé avec un niveau d'1h40 il y a 2 ans sur Campus. C'est vraiment beau de voir que ça fonctionne comme ça, mais surtout ce que j'aime, c'est qu'il y a les valeurs de la communauté, la bienveillance extrême qui va avec,
puisque Nico 3 Run, il est très investi dans les groupes campus, dans la communauté. Et si vous voulez vous aussi en faire partie, eh bien, rendez-vous sur campus. Les plans 12 semaines sont gratuits et le code Running Addict vous permet de tester l'offre premium avec l'entraînement individualisé aux petits oignons. Voilà, ça me fait très plaisir d'avoir lu cette partie et j'ai vu tout un tas de messages ce week-end de gens qui ont réussi leur course, qui ont battu leur record. Et en parlant de ça, eh bien, on va pouvoir passer au semi que j'ai couru ce week-end en accompagnant Eléa et Titouan. Au final, on était 3. Un ami d'Eléa qui courait aussi, qui avait le même niveau et qui nous a suivi toute la course. Donc ça a fait un double record sur ce semi que j'ai encore pacé. Je dis encore parce que c'est pas ma première expérience. J'avais couru le 10 km de Biarritz avec Emma en 2022. Record sur un parcours qui était très compliqué, mais ça avait été très cool de pouvoir l'accompagner. Nassim en 2023 sur le marathon de Paris. Boum, on avait tout cassé et c'était un de mes meilleurs souvenirs en course. Et là, je suis aussi mentor sur le marathon de Paris. On va en parler, mais aujourd'hui, on est là pour le semi. En tout cas, j'adore cette petite mission en fait d'aider quelqu'un à battre son record. À l'arrivée, j'ai vraiment les mêmes sensations que si je bats le mien. La différence, c'est qu'en fait, c'est presque encore mieux parce que quand on bat son record, on est tellement cramé qu'on a du mal à en profiter sur le moment. Alors que là, vu que je finis en étant encore en bonne forme, je peux en profiter à 1000% et j'ai adoré ça. Bref, petit reel sur Instagram qui pourra vous faire vivre ça dans quelques jours. Il n'y aura pas de vidéo YouTube, j'ai profité de l'instant, vraiment de mon job de pacer. On partait sur un sub 1h40. Donc sub 1h40 autour de 4,41, 4,42 au kilomètre, je ne l'ai plus en tête exactement. Et moi, j'avais 2 heures à faire dans le cadre de mon entraînement. Donc très bien en fait, un petit échauffement de 10 minutes avant, un petit 10 minutes après. Et voilà, j'avais mon 2 heures à une allure qui est pile dans ma zone d'endurance fondamentale. Donc je pouvais à la fois faire mon entraînement comme il était prévu et accompagner de la meilleure des manières. Enfin, en tout cas, c'était le plan parce que j'ai démarré ma montre, j'ai fait mon petit échauffement comme prévu, donc environ 10 minutes. Je n'ai pas regardé combien de temps j'avais réellement fait. Et le problème, c'est que justement, je n'avais pas regardé ça. Et quand j'ai redémarré le chrono au début du semi, eh bien, je ne savais pas du tout où j'en étais. Donc, incapable d'être vraiment bon sur l'allure en début de course. Pacer en carton qui n'avait pas réfléchi à sa stratégie. Heureusement, ça tourne dans ma tête quand je cours. J'ai réussi quand même à faire mes petits calculs kilomètre après kilomètre avec les bornes pour me dire qu'on était dans la bonne zone. Dans tous les cas, ce que j'aime bien faire sur les courses et ce que j'ai essayé de répéter ici, un début tranquillement, un cran en dessous ou pile sur l'allure, mais surtout pas plus vite que l'allure qu'on a prévue. On se met en mode chauffe progressive et on laisse partir éventuellement le meneur d'allure. Là, il y avait un meneur d'allure 1h40. Il était entre 100 et 150 mètres devant nous au bout de 1 ou 2 km. Donc, on pourrait dire, oulala, on est en retard sur l'allure. Pas de souci, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas se stresser en début de course. Les quelques secondes qu'on peut perdre ici, on va largement les regagner plus tard. Donc, il n'y a aucun stress là-dessus. On prend le temps de se chauffer et après, on déroule. Et vous allez voir que ça s'est pas mal passé comme ça au final. Journée assez fraîche, mais sans pluie, sans vent. Donc, il y a eu beaucoup de records au semi de Paris hier. Et je pense que la journée était presque parfaite pour faire un temps. Bitume un peu glissant quand même. On sentait que c'était gras, donc potentiellement ça peut jouer un petit peu. Mais bon, c'est pas ça qui joue le plus. Au moins, pas de soleil, pas de chaleur, pas de vent, pas de pluie. On peut pas espérer beaucoup mieux de ce côté-là. Et un parcours qui est pas facile. Hein. Pour tous ceux qui ont battu leur record au semi de Paris hier, je crois que c'est entre 110 et 120 mètres de dénivelé positif. Et franchement, il est réparti un peu partout. Il y a je dirais en tout une dizaine de côtes, dont certaines qui sont relativement longues. J'ai le souvenir de celle du 15e qui fait mal aux pattes.
Et après, entre le 15e et l'arrivée, il y a encore pas mal de petites montées-descentes qui fusillent un petit peu les jambes. Donc, bravo à tous ceux qui ont battu leur record. À mon avis, il y a une petite minute à minima de marge avec un parcours un peu plus facile. Donc voilà, je vous glisse ça dans un coin de la tête. Si vous avez fait un record hier, vous pouvez sûrement faire une petite minute de mieux avec le même niveau de forme sur un parcours un peu plus plat. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé sur ces côtes, c'est que j'ai vu qu'il y avait de la réserve dans les jambes. J'ai vu qu'à chaque fois, on était bien tranquille dans les côtes, ça poussait comme il faut, et ça, c'est un bon indicateur en général de forme. J'ai pas senti d'essoufflement extrême. J'écoute beaucoup en fait quand je pace quelqu'un. Même moi, je m'écoute si je suis dans une côte, voir à quel point celle-ci va m'essouffler ou pas. Là, j'écoutais, je me disais, ça roule, ça ralentit pas, c'était vraiment solide. Bref, si on revient un petit peu dans l'aspect chronologique des choses, je vous disais que j'étais un peu perdu au chrono. Donc quand on passe au 5e kilomètre, je demande à Eléa qu'est-ce qu'il y a sur sa montre en termes de temps. Elle me répond 23h38. 2-3 petits calculs dans la tête qui me disent que ça fait 1h39-45 si on continue à ce rythme. Et pourtant, on est toujours derrière le meneur d'allure 1h40. Bref, on est pile où il faut. Tranquillement, on va pouvoir y aller et se mettre en mode vitesse de croisière. Je sens qu'elle a la capacité à échanger quelques courtes phrases de temps à autre. Et ça, c'est un bon indicateur qu'on est dans la zone qu'il faut pour le semi. Le semi, je le dis souvent, c'est un peu en dessous du seuil. Donc, c'est une allure qui est confortablement difficile. Donc, évidemment, sur 20 bornes, 21, à la fin, ça devient très dur. Mais on a quand même une bonne partie de la course, 10, 12, 13 km dans ces eaux-là, où c'est relativement facile. On est plutôt bien, c'est une allure qu'on a travaillée. Donc oui, on est censé pouvoir échanger quelques mots de temps à autre. Pas trop, sinon on se retrouve vite avec un point de côté et une vraie difficulté pour la suite de la course. Donc il y a des moments où je me suis engagé dans dire à Eléa hop, on parle pas plus parce que là, il faut se concentrer, garder son souffle pour bien courir. Mais en soi, c'est un bon signe de pouvoir dire quelques mots sans être totalement à l'agonie derrière. Voilà, petit indicateur qui peut vous servir sur un semi. En tout cas, jusqu'au bois de Vincennes, ça se déroule sans souci, à part les ravitaux qui sont toujours un petit peu bordel, on va dire, quand on est au milieu du peloton. T'as des gens qui sont à droite qui se décident de couper totalement pour aller à gauche attraper un truc. T'en as d'autres qui s'arrêtent littéralement d'un coup devant la table de ravito alors qu'il y a du monde derrière. Bref, le petit bordel habituel. Pas trop de troubles de notre côté. On va en profiter pour dépasser tous ces gens-là et arriver, je pense, 6-7e, de doubler le meneur d'allure. Parce que les meneurs d'allure, à la fois, c'est très bien. Je trouve que c'est génial d'avoir des meneurs d'allure parce que ça permet de ne pas avoir à se soucier de l'allure. Bon, en l'occurrence, moi, j'étais le meneur d'allure personnalisé. Donc, en fait, il y a un peu trop de monde en général autour d'un meneur d'allure. Ça fait un petit peloton qui est un peu serré et qui fait qu'on va dépenser un peu plus d'énergie que ce qu'on pourrait si on avait de la liberté autour de soi. Parce que sur ces grosses courses, eh bien, malheureusement, il y a toujours des gens, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Ils se sont mis dans le sas 1h35, 1h40, alors qu'en fait, ils avancent pas du tout. Et ça fait ce qu'on appelle des chicanes mobiles. Il faut arriver à les doubler sans trop se ralentir. Et ça, on en a vu quand même pas mal sur le parcours. Donc, à certains moments, ça oblige à ralentir. Et si on est dans une zone où il y a déjà beaucoup de coureurs, ça fait un phénomène d'accordéon. Comme les bouchons sur la route, hein. On va être obligé d'accélérer, ralentir régulièrement et ça coûte très cher en énergie. Donc on a mis un petit kilomètre à passer le meneur d'allure, mais après ça s'est libéré. On était dans une zone qui était beaucoup plus calme et ça nous a permis de se replacer sur l'allure tranquillement et moi de dire à mon petit groupe qu'on continuait comme ça, que l'allure était bonne. Aux 10 km, on est toujours dans les chronos, tout va bien.
Et c'est pas encore là que ça commence. Comme je le dis, pour moi, il faut attendre le 12-13e avant de faire le point et de se dire est-ce qu'on est en bonne forme ou est-ce qu'il faut qu'on adapte le chrono à la baisse si on est vraiment cramé à ce moment-là. C'est un peu tôt pour être totalement cramé, 12-13e. Et à l'inverse, si on a les jambes, c'est le moment de se dire qu'on en remet un petit peu plus progressivement. Allez, petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau, ça me fait penser que dans ce bois de Vincennes, j'ai fait la petite pause pipi en me disant j'espère que je ne vais pas refaire comme avec Nassim l'an passé, c'est-à-dire m'arrêter, repartir, le doubler sans le voir et au final penser que je l'avais perdu. Là, j'ai fait mes calculs. Normalement, en m'arrêtant 30 secondes et en repartant sur du 3,20, 3,30 comme je l'ai fait, j'étais censé remonter en peut-être une minute, quelque chose comme ça. Donc, ça s'est bien passé. J'étais un peu plus intelligent que l'année dernière, on va dire, sur cette partie. Et voilà, on arrive à ce fameux 12e kilomètre avec quelques petites descentes qui ont fait du bien pour reprendre un peu d'énergie à la fin du bois de Vincennes. Et quand je pose la question comment ça va, la réponse est très positive. Donc c'est parti pour une petite accélération très douce, très progressive. On parle de 1-2 secondes au kilomètre à la fois. Le but, c'est vraiment d'y aller tout doux, voir comment ça se passe et d'aller essayer de gratter des petites secondes au fur et à mesure. Donc, quand on arrive vers le 15e kilomètre, là, je refais les calculs. Je vois que on est plutôt sur du 1h39 à 1h39-15 que 1h39-45. Donc, on a vraiment gagné ces petites secondes qui, au fur et à mesure, même si on en gagne 2-3 par kilomètre, ça commence à payer. Et maintenant, le sub 1h39 devient jouable à ce moment-là. Et pourquoi on se priverait ? Si on peut aller taper plus qu'une minute de mieux que ce qu'on est venu chercher, on le fait. Quand on est au 15e, là c'est le moment où il faut se dire est-ce qu'il m'en reste ? S'il m'en reste, que je sens vraiment que j'en ai encore un peu dans les jambes, on continue de relancer. Parce qu'on a encore 6 km pour aller gagner du temps. Et il faut pas être conservateur quand on arrive au 15e. À partir de là, c'est le moment où s'il en reste, on est vraiment bien en fait sur un semi. Donc il faut en profiter, il faut se faire plaisir et ne pas oublier que le parcours est pas facile quand même à Paris. Moi je l'ai vu, il est casse-pattes ce petit parcours avec des montées, des descentes et la relance, elle est pas si facile quand on a ce genre de petites difficultés qui est sur la fin de son semi. Mais moi je regarde la montre, je vois que ça tient et que les kilomètres défilent tous entre 4,30 et 4,40. Donc, sans être mathématicien, on sait que le sub 1,39, si ça continue comme ça jusqu'au bout, il va totalement sauter et on continue notre petit bonhomme de chemin. Je sens que ça commence à piquer un peu quand même. Là, je peux vous le dire, à ce moment-là, évidemment, je sens que c'est plus la même facilité, mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. La difficulté, elle est arrivée pile au moment où j'aurais voulu la ressentir au final, parce que on était vers le 16e, 17e quand j'ai commencé à me dire là, il va falloir passer en mode encouragement fort, entre guillemets, parce que quand on pace quelqu'un, il faut pas être au taquet dans les premiers kilomètres aux encouragements parce que ça sert à rien à ce moment-là. Au contraire, faut calmer le jeu, essayer de garder le calme de la personne. Et par contre, quand on arrive sur la fin, c'est là où il faut tout donner, il faut donner de la voix, faut relancer constamment le mental de la personne qu'on pace. Pourquoi ? Parce que si vous vous mettez à votre place quand vous courez, quand vous êtes en compétition, en fait, pour ne pas ralentir sur une fin de course, généralement, il faut se relancer quasiment tout le temps. Si on n'a pas l'intention de se relancer, d'essayer d'accélérer, en fait, on va ralentir sur la fin d'une course. Donc là, mon but, c'était, je pense, toutes les 30 secondes environ, 30 secondes à une minute, je sais pas, peut-être un petit encouragement, un petit mot positif pour aller continuer de relancer, ne rien lâcher, et ça suit. Et ça me fait plaisir, parce que je suis... Au lieu d'être à côté, là j'étais plutôt un petit mètre devant pour essayer de vraiment
tirer l'allure pour essayer de voir s'il y avait moyen d'aller encore gratter des secondes. Donc là, en fait, en faisant ça, en se retournant régulièrement pour voir si ça suit, eh bien, ça permet d'aller gratter un petit peu plus. Donc 19e kilomètre, là, c'est vraiment le moment où il n'y a plus rien en général sur un semi. Je lance la petite phrase assassine, mais qui en même temps permet en général de relativiser. Il reste 10 minutes, c'est comme le dernier intervalle d'une séance de seuil. Voilà, un 10 minutes au seuil, on en fait en fin de prépa. C'est un classique sur campus que vous pouvez retrouver. Donc, eh bien à ce moment-là, il faut se mettre en mode, c'est comme si j'étais sur la fin de ma plus difficile séance de la prépa. Il reste 10 minutes et il faut tout donner pour aller au bout. Parce que, en particulier le jour de course, il n'y a pas d'autre séance qui suit. Donc là, on peut tout donner. On n'a rien à garder, on aura largement le temps de se reposer la semaine d'après quand on ne courra plus du tout. Et je sens que quand on passe à côté du Louvre, ça suit, ça continue. On passe après rue de Rivoli, qui me rappelle le début du marathon. Et ça finit en petit faux plat montant, ce petit semi. La petite côte finale, elle est légère, mais elle fait mal quand on est dans les 500 derniers mètres d'un semi. Et ça encourage. Je continue de pousser et on passe la ligne avec des sourires et un chrono d'1h38-29, je crois, qui fait 1 minute 30 de mieux que ce qui était prévu au programme. Donc 1 minute 30 de mieux, c'est quasiment 5 secondes au kilomètre de mieux que l'allure qui était prévue. Donc autant vous dire que c'est une sacrée perf et je suis très content d'avoir pu accompagner ça. J'espère que ce petit récit, il vous aura apporté des petites bribes de réflexion pour vous, au final, parce que qu'on soit pacer pour quelqu'un ou qu'on soit dans sa tête, tout seul dans sa course, à s'auto-pacer, en fait, c'est un peu les mêmes conseils qu'on va devoir appliquer, sauf que dans un cas, on a quelqu'un pour nous les distiller, dans l'autre, eh bien, il suffit juste qu'on les ait dans sa tête, qu'on se les récite soi-même et qu'on les applique. Voilà. Évidemment, c'est pas simple et même quand on se fait pacer, c'est pas parce qu'on a le lead de quelqu'un qui nous y amène que ça passe. Là, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait aussi la bonne prépa avant. Je sais que la prépa d'Eléa, elle a été sérieuse, elle était sur campus, donc évidemment, j'étais confiant que ça amènerait un bon résultat. C'est aussi pour ça que j'ai pas hésité en fait à accélérer progressivement l'allure quand j'ai vu que ça allait bien, parce que je sais que la prépa campus, elle allait permettre de tenir sur la fin de course. C'est le but. On pourrait parler des petites séances que les campusiens connaissent bien, les séances d'endurance de force plus de l'allure derrière. Donc les petits 30 secondes à fond avant d'aller faire de l'allure semi, ça, en général, ça permet d'être bien plus solide sur la fin de course que beaucoup d'autres gens. Et je peux vous dire qu'on en a doublé des gens sur cette fin de course, donc ça fait plaisir. On a aussi rencontré du campusien. J'ai vu les maillots de club campus, j'en ai vu plusieurs. Je sais qu'il y en avait pas mal devant aussi, donc c'est très cool. J'ai vraiment apprécié en tout cas moi cette course et voilà. Ça me motive pour la mienne qui arrive dans 2 semaines. Petit 10 km à Lille. On va essayer de faire honneur à vos performances du week-end et de faire un petit RP de mon côté aussi. D'ailleurs, petit RP qui se prépare, parce que il y a eu des petites séances encore cette semaine. Si je regarde, donc 95 km, c'est bien. Mais j'ai eu cette petite séance justement, endurance de force plus de l'allure derrière. J'en ai fait une mardi, 4 fois 30 secondes en endurance de force et après 4 intervalles de 6 minutes découpés de mon côté. Donc une partie, un 5 minutes allure semi et après un 1 minute vraiment rapide, donc vraiment rapide autour de 3,10. Je suis assez confiant quand même. Je trouve que j'ai des jambes assez solides. Est-ce que ça permettra de tenir 10 km à l'allure que je vise, qui est autour de 3,20 ? Je ne sais pas, mais je me sens en bien meilleure forme en tout cas que je pouvais l'être il y a 1 mois à peine où c'était très compliqué, donc on verra.
On va pas se mettre de pression là-dessus, c'est pas l'objectif de l'année, mais si on pouvait atteindre un petit 33-30, ça ferait plaisir quand même. Est-ce que je vous raconte ma petite séance de vendredi où j'ai été courir au Bois de Boulogne? Parce que j'avais une séance assez précise prévue par Tristan, un 12 x 400 allure 5 km, donc là au-dessus de l'allure 10K pour aller travailler un petit peu les vitesses supérieures. Voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais dire, c'est pas très grave. Et cette séance s'est transformée en fartlek parce que je me suis perdu 2-3 fois, je me suis retrouvé sur des terrains qui n'étaient pas du tout faits pour aller ultra vite. C'était drôle du coup. C'est une séance qui aura été, je pense, quand même productive en termes de ce qui a été fait dedans, mais les chronos ne sont pas à regarder. Comme quoi, c'est pas toujours très grave. Si on est sur un terrain différent, on oublie un peu les chronos, on gère son intensité, on essaye de mettre le bon niveau d'effort par rapport à ce qu'on connaît des allures qu'on doit faire. Il y a jamais de problème, il y a toujours une solution quand on est dans l'entraînement. Même si on n'a pas de piste, même si on n'a pas d'endroit pour s'entraîner, même s'il y a du vent, on adapte et on essaye de faire au mieux. Et ça suffit largement quand on est sérieux, régulier. Certaines fois, on doit s'adapter sur certaines séances et on le fait. Et ça marche quand même à la fin. Voilà. Je pense que... Ah oui, si on est sur Strava. Je suis passé de 8 entraînements par semaine à 6 régulièrement. Régulièrement. Aïe, 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 aïe. Récemment, je suis passé de 8 à 6 entraînements par semaine et pourtant je fais plus de kilomètres. Donc ça, vous pouvez vous demander pourquoi et vous le saurez après ma prochaine gorgée d'eau. La raison, tout simplement, c'est que quand j'étais à 8 entraînements par semaine, c'est parce qu'on découpait un entraînement en deux. Enfin, 2 entraînements où je faisais deux runs dans la journée, un 30 minutes le matin et un 50 minutes à 1 heure le midi. Et ça marchait bien pour étaler les contraintes mécaniques. C'est bien pour éviter les blessures de faire plusieurs runs plutôt qu'un seul. Mais ça fonctionnait pas très bien, on va dire, avec mon emploi du temps. Ça amenait plus un stress qu'autre chose. Donc, on a décidé de tester autre chose avec Tristan et de passer à un seul run ces journées-là. Donc au lieu de faire 30 plus 50, je fais 1h20 en général. Et ça passe très bien. La bonne nouvelle, c'est que mécaniquement parlant, j'ai pas l'impression que ça m'amène de difficultés en plus. Donc ça marche pour moi. Je vous conseille pas forcément de regrouper des runs comme ça pour vous, parce que il faut valider qu'on est suffisamment fort dans son corps. Je parle pas de niveau, je parle de musculairement, ses articulations, que tout est suffisant, ses tendons, tout est suffisamment solide pour pouvoir faire ça. Moi, c'est le cas et c'est une bonne nouvelle, car il y a quelques années, clairement, si j'avais fait comme les 2 dernières semaines, ou si je vous donne ma semaine, 16 km le lundi, 16 km le mardi, repos le mercredi, 12 le jeudi, 15 le vendredi, un petit 12 le samedi et 25 le dimanche au final, il y a quelques années, avec des sorties relativement élevées en kilomètres, ça ne serait pas passé. Mais là, j'ai apparemment le corps suffisamment solide pour encaisser ça maintenant. Donc c'est un petit détail qui montre que ça a progressé. Et en termes de gestion du planning, ça marche beaucoup mieux aussi. Ça enlève un stress. Et en fait, comme on dit toujours, le stress, c'est du stress. Et si on peut s'en enlever en cours de route, ça nous donne la capacité de faire plus de choses au global dans la semaine. Et ça, c'est un enjeu pour moi. Bref, en parlant de fatigue, je reviens sur cette semaine dernière où j'ai enchaîné mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à faire plein de trucs. Des tournages, des projets, des déj, du salon du semi, et puis des contenus autour de tout ça. Et pour autant, je ne me sens pas cramé du tout ce lundi. Et ce qui me fait dire que la fatigue est relative. En fait, je devrais être cramé. Si on écoute tout ce que j'ai pu faire cette semaine, j'ai couru dans tous les sens, au sens premier et second du terme. Et je ne suis pas cramé à mon avis pour une simple raison, c'est que j'ai rencontré des personnes inspirantes, j'ai pu faire du contenu de qualité
où je sais que je vais être fier quand il va sortir. J'ai fait ce que j'aime cette semaine et je trouve que même si on travaille fort, même si on donne beaucoup d'énergie, quand on fait ce qu'on aime, ça nous renforce. Et c'est quand on est obligé de faire des choses que ça a tendance à nous coûter. Donc de mon côté, il y a des semaines où j'en fais un peu moins, mais je fais principalement des choses où j'ai pas le choix et où je suis obligé de le faire parce qu'il faut aussi, on fait pas que ce qu'on aime dans la vie, il faut aussi avancer des trucs qui sont obligatoires. Mais ça, ces semaines-là, elles coûtent plus cher parce que mentalement, quand on est obligé de faire des choses, ça nous coûte un peu plus cher que quand on travaille, mais on focus sur les sujets qui nous intéressent le plus. Voilà, donc j'essaye de focus le plus possible sur les sujets qui m'intéressent et de trouver des gens pour travailler avec moi sur les sujets qui, moi, m'intéressent moins. Mais comme on est tous différents, ce qui, moi, m'intéresse moins va plus intéresser et va plus correspondre aux qualités de quelqu'un d'autre et inversement. Je vais prendre un exemple qui va vous parler. Moi, je n'ai pas de problème avec une page blanche pour aller créer un scénario de vidéo ou quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas de syndrome de la page blanche, alors que certaines personnes, je leur donne une page blanche et ça va être le stress de leur vie parce qu'ils vont jamais savoir quoi mettre dessus. Et à l'inverse, moi, quand il s'agit d'organiser quelque chose et de s'assurer que tout va bien de bout en bout, je sais le faire. J'ai une formation en logistique, donc je vais pas vous dire que je sais pas le faire, mais c'est pas là où je vais m'épanouir le plus. Moi, je préfère être à l'initiative, dire ce qu'on va faire, créer le scénario, la partie créative, être là pendant pour que un tournage se passe bien. Mais toute la partie logistique autour, c'est là où je vais faire des erreurs, où je vais être moins bon. Et c'est ce qui va générer des problèmes et potentiellement une vidéo qui va pas sortir, une vidéo qui va pas être terminée. Et tout ça, je vous parlais d'Eléa tout à l'heure, elle participe beaucoup à ça. On a aussi Mylène dans l'équipe qui m'aide beaucoup pour pouvoir organiser tout ce qu'il y a autour. Et on est en train de continuer de recruter pour que sur les vidéos, ça puisse continuer d'avancer. Voilà, je passe pas sur les exclus contenus, parce que j'ai encore un petit sujet sur la fatigue avant. La fatigue physique qui est différente de la fatigue mentale. Ça, c'est une réflexion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. Mais comme je le disais, j'aurais dû être cramé cette semaine et je ne le suis pas. Aussi parce que je trouve qu'il faut différencier les types de fatigue. Même si en bout de ligne, tout est stress, je pense qu'on peut être borderline d'un côté sans l'être de l'autre et que des fois, on peut rééquilibrer ça. Je ne sais pas comment finir cette phrase, donc je passe à la suivante, désolé. Grosso modo, il faut tout gérer à la fois, on n'a pas le choix. Mais je considère que le stress de la vie et du travail est bien plus handicapant que le stress de l'entraînement. C'est contre-intuitif parce que quand on s'entraîne dur, qu'on fait un fractionné et qu'on est fatigué, on montrerait ça à n'importe qui ne fait pas de sport, il dirait « Ah bah oui, ça c'est beaucoup plus fatigant que tout le reste. » Ça c'est juste parce qu'ils ne sont pas habitués à courir. Mais nous, ça c'est quelque chose qui est devenu normal, entre guillemets. Et ce stress-là, cette fatigue physique, eh bien comme on en a pour la majeure partie d'entre nous, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, pour beaucoup, on en a peu dans notre quotidien, on est à un bureau, on ne bouge pas. Et en fait, cette fatigue physique, on n'en a pas. Donc, on peut utiliser notre physique sans problème le soir après la journée parce qu'il est encore proche de 100%. Le cerveau est beaucoup moins proche de 100%, malheureusement. Et du coup, c'est lui qui a du mal à suivre et c'est lui qu'il faut chouchouter, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je voudrais revenir sur le footing lent et le rôle du footing, donc l'endurance fondamentale. Elle a aussi un rôle qui est très bénéfique car ça va calmer notre système nerveux qui lui est totalement affolé par tout ce qu'on fait dans le quotidien et même par une séance de fractionné. Alors qu'un footing au calme, vraiment lent, où on prend le temps de profiter, et ça va plutôt avoir tendance à calmer notre système nerveux et à diminuer notre stress. C'est pour ça qu'on dit qu'aller courir fait du bien pour l'anxiété, pour le stress en général, mais plutôt les runs lents en endurance fondamentale qui vont vraiment avoir cet effet-là. Voilà, pour la partie réflexion de cette semaine. Et je vais vous donner quelques petites exclus, ou en tout cas exclus, attention, j'ai pas des trucs qui vont arriver, des dingueries, mais je vais essayer de vous donner un petit peu qu'est-ce qui va arriver dans le contenu de Running Addict dans les prochaines semaines.
et notamment une vidéo qui, je pense, va vous plaire, celle du Mentor Programme Campus. Donc, oubliez Campus, le but, c'est pas de vous parler de Campus là-dessus, c'est sur le fondement de la vidéo, parce que dans celle où je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez comme contenu sur Running Addict, vous m'avez parlé d'histoire de coureurs comme vous. Et je suis totalement aligné avec ça. Et cette histoire de Mentor Programme, c'est exactement ça qu'on va faire, puisque j'accompagne Ariane, Manon et Caro dans leur prépa marathon. Elles suivent un plan campus, donc en soi, je les laisse suivre le plan, mais on a un petit groupe WhatsApp où on échange. J'essaye de leur donner mon expérience, les petits conseils qui vont faire qu'elles vont être plus confiantes au départ, avoir travaillé des choses qu'elles auraient peut-être pas faites pendant la prépa. Donc c'est des petits détails, mais je pense que ça va aider. Et surtout, elles visent un chrono autour de 4 heures toutes les 3. Donc, on va essayer de faire une belle vidéo sur tout ça, de vous montrer l'inside de leur prépa, le jour de la course et j'espère 3 beaux chronos à l'arrivée, même si c'est le marathon. On sait que c'est la distance où c'est le plus compliqué d'y arriver. Et on va essayer de donner le max pour que ça se passe bien. Dans tous les cas, leur prépa, elle est sérieuse. Donc, j'espère de beaux chronos et surtout de bien vous raconter tout ça dans la vidéo qui va arriver du coup courant avril, après le marathon de Paris. Et au final, en écrivant cette partie, je me suis rendu compte qu'en ce moment, j'accompagne d'une certaine manière de plus en plus de monde autour de moi. Évidemment, je ne peux pas le faire avec 100% d'entre vous, mais ça me permet d'aller à la rencontre de créateurs de contenu, puisque j'aide un petit peu, je donne des conseils à Mathieu Stéphanie, le host du podcast Génération Do It Yourself, Théo Lyon, côté entrepreneuriat aussi, qui a plusieurs podcasts, Charles, un photographe vidéaste qui est venu au Havre, vous avez peut-être vu passer sa vidéo, et qui a fait son test sur 5 km il n'y a pas longtemps et qui veut courir un marathon à la fin de l'année en sub 3 heures. Oui, premier marathon sub 3 heures, donc il s'est mis un gros challenge. Et ce que j'aime là-dedans, en fait, c'est que je peux partager cette passion de la course et amener des gens qui ne sont pas forcément coureurs à la base à aimer ça. On l'a fait, cette découverte, elle avait été l'an passé avec Nassim et Eric, où en fait, j'avais adoré cette période où j'avais pu les amener justement à avoir le goût de l'effort, le goût de la course à pied. Aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté. Tous les deux courent encore toutes les semaines. Et j'ai envie de pouvoir propager cette motivation à courir, ce bien-être que ça amène à d'autres personnes qui sont aussi influents. Un Mathieu Stéphanie, un Théo Lyon et un Charles, au final, les trois font du contenu et vont pouvoir propager ce côté faites du sport, ça fait du bien en soi. Moi, je prône la course à pied, mais je me fiche du sport qui est pratiqué tant que de plus en plus de monde fait du sport, et je m'arrêterai quand tout le monde aura retenu et en fait intégré de la même manière que chaque jour on doit se brosser les dents, que faire du sport, se bouger, c'est la même chose. Il faut se bouger un petit peu chaque jour, que ce soit marcher, courir, faire du cardio en salle, je m'en fiche, mais le sport pour bien vivre, c'est important. Voilà. Les petits tournages de la semaine dernière, une vidéo et un podcast enregistré avec Emeric de la chaîne Aime ton kiné, une chaîne que j'adore parce que ça explique vraiment bien comment fonctionne le corps humain. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir ça sur YouTube. On a tourné une vidéo sur les facteurs limitants en course à pied, sur le côté mécanique évidemment. Et c'est des petits exercices, des petits tests pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je pense que ça va vous plaire. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. C'est parti au montage déjà. Et on a aussi enregistré un petit podcast d'échange sur l'entraînement en course à pied, du point de vue d'un kiné avec ses questions. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que l'angle est différent de ce que je peux faire moi d'habitude. Et j'ai hâte que vous écoutiez ça aussi parce que ça devrait vous plaire. Et on continue dans les contenus enregistrés la semaine dernière. J'ai fait le premier épisode d'Endorphine avec un invité. J'ai discuté avec Tristan pendant 1h45.
évidemment avec Tristan pour démarrer en douceur avec un invité parce que c'est nouveau pour moi. Donc j'ai envie de faire ça, mais c'est pas quelque chose de simple. Donc je construis un petit peu ma trame de scénario de comment pourrait fonctionner ce podcast. Je devais la tester avec Tristan. Bon, comme d'habitude, vu qu'on se connaît bien et qu'on a l'habitude de discuter, au final, j'ai pas du tout respecté mon scénario. Mais c'est pas grave, parce que ce que je veux, c'est des discussions, de l'échange sans filtre, du vrai. Donc, je suis assez confiant que ce contenu vous plaira. Et ça aussi, ça va être dans les prochaines semaines. Peut-être la semaine prochaine, s'il est monté d'ici là. Et en attendant, si vous voulez un contenu qui est similaire avec Tristan, mais qui est orienté sur bonne humeur et des conseils en même temps, eh bien, sur la chaîne Campus sur YouTube, vous avez les Campus Talk ou en replay en podcast aussi. Vous pouvez nous écouter en courant de la même manière que vous le faites ici. Vous verrez, c'est aussi de la bonne humeur et on essaye de glisser quand même des petits apprentissages que vous pouvez avoir sur l'entraînement. Et en parlant d'apprentissage, je suis en train de finaliser une vidéo sur les secrets de la progression. Donc en soi, on revient sur un sujet que j'ai déjà traité, mais j'essaye de remettre dans une seule vidéo tous les conseils fondamentaux à retenir que j'ai pu expérimenter ces dernières dizaines d'années, et de remettre mon expérience 2024 dedans pour vous les présenter d'une manière un peu différente. Gros challenge, mais ça fait partie des nouveaux objectifs de vidéo, d'essayer d'être vraiment dans encore plus quali que dans le passé. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. En attendant, il va me rester à vous souhaiter une bonne fin de footing si vous courez encore un petit peu. Et moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Et si vous avez des remarques, des commentaires, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des plus motivés. Donc, c'est à vous que je veux, c'est vous que je veux prendre comme exemple dans ce podcast. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voudriez y voir. Ça m'intéresse énormément. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao les amis.